Bon, ben, évidemment, vous connaissez ma réponse avant d'avoir posé la question. Si des élections pouvaient régler les problèmes d'un pays, ben, tous les pays feraient des élections et puis c'est tout. Si des élections présidentielles n'arrivent pas à régler les problèmes d'un pays, ben, à plus forte raison, les élections locales ben, ne sont pratiquement rien. N'oublions pas que les élections locales sont des élections à la base et il s'agit d'élire des conseillers locaux et c'est tout pour être un peu plus à l'écoute de ce que disent les gens dans les quartiers, dans les communes, dans les villages, dans les cantons. Bon, à part ça, moi je ne vois pas grand-chose. Étant donné que ce n'est pas les maires qui définissent la politique économique d'un pays. Ce n'est pas les maires qui peuvent prendre des décisions, comment on dit, des décisions fortes pour par exemple arrêter la corruption, pour par exemple définir les grands axes du développement d'un pays. Donc comment est-ce qu'on peut dire que les élections locales vont résoudre les problèmes du Togo? Moi je crois que non. Mais cependant c'est un pas. C'est un pas. Ça aurait été un plus grand pas si ces élections avaient été plus ou moins fair play. Et même malheureusement, ben, on dénonce beaucoup de fraudes, des bourrages d'urnes. Et on a vu tout le forcing que l'UNIR a fait. Et c'était des élections pratiquement sans enjeu. Étant donné que le PNP, par exemple, n'a pas participé, un parti qui avait vraiment le vent en poupe, on a tout fait pour éliminer ce parti. C'est-à-dire que ces dirigeants sont en prison et le premier dirigeant est en exil. Donc le PNP de facto ne pouvait pas participer à ces élections-là. Regardez la candidature et invalidée d'Éric Dupuy ou bien de l'ex-ministre Bodjona. Et des partis assez importants comme le parti des Togolais qui n'ont pas participé. Vous savez, quand Alberto Olikpo était au Togo, il avait quand même déclenché un certain, comment on dit, un certain enthousiasme au niveau de la politique. Et bien voilà, c'est des gens qui ont été éliminés et il ne reste que notre bonne vieille UNIR et certains partis. Bon, écoutez, forcément, cette élection a perdu de sa superbe et c'est ça qui est dommage. Si ça avait été des élections, au moins pour une fois, faites à la loyale, bon, on pourrait avoir espoir. Mais l'habitude étant une seconde nature, on a fait les choses dans la précipitation et aussi dans un certain, avec un certain arbitraire. Bon, évidemment, c'est-à-dire que les conflits au niveau de la société togolaise vont se transposer dans toutes les instances, dans tous les compartiments de notre société. On voit même des conflits dans des entreprises. Il y a un média officiel dont je ne veux pas dire le nom, où il y a, les conflits sociaux sont là. Les conflits, dès que ils sont nés dans la société, à la base, ça se transpose à tous les niveaux, y compris dans la politique. Mais bon, j'espère quand même que le bon sens va prédominer et qu'avec ces conseils communaux qui sont bancals, qui ne sont pas vraiment des conseils communaux, vont faire un petit travail, histoire de dire que nous avons fait un pas par rapport aux délégués spéciaux qu'on avait, c'est tout. Mais moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Je ne peux pas dire qu'il y aura vraiment du débat, on va confronter les idées, qu'on va avancer. Moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Et je pense qu'on doit réapprendre à faire la politique au Togo. Une politique à la loyale. Et il faut moraliser la vie publique. Sans ça, là, si ce préalable-là n'est pas fait, alors tout sera permis. Mais comment les autres en sont arrivés là où ils sont? Par exemple, le Mali, le Niger, le Burkina. C'est pas à pas. C'est pas à pas. C'est à force de ne pas prendre les mesures qu'il faut, qu'un jour, un pays explose. On ne dirait pas que le Togo, on ne peut pas dire que le Togo est le pire des pays. Ça, non, ce serait malhonnête. Il y a des pays où il y a vraiment l'insécurité. Quand vous prenez la Libye aujourd'hui, quand vous prenez la Somalie, quand vous prenez le Burkina, le Mali, il y a plus d'insécurité. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le phénomène de braquage est très accentué au Togo. Je me suis renseigné auprès de certains de nos collaborateurs dans la zone sahélienne, au Mali, au Niger. Eux, ils n'ont pas beaucoup de braquage, mais ils ont plutôt le terrorisme. Donc au Togo, pour le moment, c'est le phénomène des braquages. Mais étant donné que les gens ont des armes et qu'ils peuvent venir opérer et s'évanouir dans la nature sans qu'on ne les arrête, moi je crains beaucoup que
certaines personnes qui ont d'autres raisons, bien d'autres mobiles que de s'enrichir en faisant des braquages. Par exemple, je pense à des gens qui auraient des mobiles religieux, ben, seront aussi encouragés à frapper. Si on peut frapper et disparaître sans conséquence, eh ben, si moi je suis djihadiste, pourquoi je ne le ferai pas? Étant donné que l'impunité est assurée. C'est ça qui est dommage. Mais moi je crois que dans tous les cas, il faut associer le citoyen à la sécurité d'un pays. Quand on bourre un pays de gens en civil qui assurent la sécurité, c'est-à-dire que ce qu'on appelle des enquêteurs, ou bien des mouchards, ou bien des taupes, des gens qui écoutent ici, ça va dire le soir on vient vous arrêter alors qu'il n'est pas policier, il est en civil. Bon, à la fin, tout le monde a peur de tout le monde. Le problème du Togolais, c'est que tout le monde a peur de tout le monde. Si moi, j'assiste à un braquage, moi personnellement, j'aurais de la peine à aller vers la police pour dire au commissaire, ah, je connais le braqueur. Parce que je ne sais pas le lien qu'il y a entre le braqueur et le policier. C'est ça, c'est comme ça que le Togolais réfléchit depuis un certain temps. Parce que le pays est sans dessus-dessous avec le phénomène des miliciens qui opèrent, ils sont des gens civils mais qui ont des armes. Bon, déjà, le fait que des miliciens existent, le Togolais n'est plus du tout rassuré. Il n'a plus confiance en la police, en la gendarmerie, en la justice. Tout est sans dessus. Aux braqueurs et peut-être à leurs commanditaires aussi. Parce qu'on ne sait pas si ces braqueurs-là ont des commanditaires. Ce qui s'est passé à l'aéroport où on a volé plus d'1 milliard et qu'on n'a jamais retrouvé ceux qui ont braqué. Vous trouvez que c'est normal? À Sigame, en plein marché d'Asigame, on braque et les braqueurs traversent tout le marché, toute la ville, à dos de moto, et personne n'a pu les arrêter. Il n'y avait aucun policier en route. Bon, les citoyens togolais trouvent tout cela bizarre. Et donc, à qui profite le crime? Eh bien, vous avez bien fait de poser la question. D'abord, à ceux qui commettent les délits là, mais est-ce que derrière eux, il n'y a pas de commanditaires? C'est ça la question. Parce que la sécurité, c'est avant tout une question de la justice, de la gendarmerie, de la police, peut-être aussi de la douane. Bon, mais les militaires, c'est pour la défense. Bon, moi, je ne dirais pas qu'ils n'aient pas la capacité. Disons oui. Disons oui, s'ils avaient la capacité, ils auraient agi pour arrêter ces délinquants-là. S'ils ne les arrêtent pas, moi je suppose que c'est parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Ou bien peut-être aussi que ces gens-là ne veulent pas arrêter ceux qui braquent. C'est possible aussi. Hein. Les questions sont ouvertes. Je crois que ce serait de la malhonnêteté intellectuelle de ma part de dire tout de go qui n'ont pas la capacité ou bien qui ont la capacité de le faire même, qui n'en ont pas la volonté. Attendons de voir et faisons notre travail de journaliste. Alors moi, je ne pense pas que tous les Togolais condamnent l'opposition. Sinon, laissez les Togolais agir, ne les envoyez plus en prison. N'assiégez plus les villes et vous allez voir ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il y a un certain rejet du système qui gère ce pays depuis longtemps, pour la simple raison qu'il y a le phénomène de lassitude. Les hommes n'aiment pas voir la même chose. Ça fait partie de la nature humaine. Si nous sommes ici et quelqu'un se met à danser devant nous, il danse très bien, il danse extrêmement bien. Après 1 heure, 2 heures, 3 heures de danse, je suis sûr que Togo Actualité serait fatigué de regarder la même personne, même si elle danse plus que Michael Jackson ou je ne sais pas quoi. Donc l'être humain est comme ça. Il se lasse de voir la même chose. Et il aime le changement. Regardez comment nous nous habillons. Parfois on porte du blanc, parfois du bleu, parfois on ne va pas confectionner des habits de la même couleur et de la même forme. Tout simplement parce que l'être humain aime le changement. Donc moi je ne pense pas que les gens rejettent l'opposition, mais c'est qu'il y a un phénomène de désinformation et de mauvaise compréhension aussi, et une certaine déception. N'oubliez pas que le régime a mis beaucoup d'argent pour que dans les réseaux sociaux, on fasse tout pour dénigrer, vilipender l'opposition aussi. Et ça se fait à coups de millions. Et en plus de ça, moi je crois aussi que le Togolais ne comprend pas certaines choses. Par exemple, cette affaire de 30 millions qu'on dit que l'opposition aurait pris. Bon, en fait, c'est un non-événement. Vous imaginez 30 millions pour 15 partis politiques, même pas pour 15 personnes. Même si c'est pour 15 personnes, 30 millions ne valent rien. Là où nous sommes assis, je me suis renseigné, un lot de terrain
coûte 45 millions de francs. Ça veut dire que même avec les 30 millions qu'on aurait donné à tous ces gens-là, ils ne peuvent même pas acheter 600 mètres carrés de terrain. Alors, quelle opposition vous avez vue dans ce monde qui a fonctionné sans l'appui financier d'autres personnes, même de gens du camp adverse. Vous savez, quand Nelson Mandela il combattait l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait des blancs sud-africains qui finançaient cette lutte, des Anglais qui finançaient cette lutte. Donc vous pensez que les gens vont dire, ben, écoutez, vous avez pris de l'argent des blancs, donc Nelson Mandela était un traître. Je crois que non. Le Togolais ne comprend pas certaines choses. Ce qui est sûr, le Togo a besoin d'une opposition. Si quelqu'un nous ment qu'en éliminant l'opposition, le Togo se porterait mieux, moi je crois quand même qu'il nous appartient de ne pas le croire. Nous avons une opposition, il faut la soutenir. C'est comme si on a un enfant, vous dites votre enfant est mauvais, mais quand même, vous essayez de le corriger, vous l'adoptez quand même, vous ne le rejetez pas. Comme on dit, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Donc, ceux qui essaient de vilipender l'opposition, moi je vous dis, méfiez-vous d'eux. Souvent, c'est des agents en mission pour le régime ou bien carrément des gens qui ne comprennent rien. Moi, je ne suis pas de l'opposition, mais je conçois seulement que nous avons besoin d'un parti qui nous dirige et aussi d'une opposition. Et quand l'opposition sera au pouvoir, de la même façon, je soutiendrai unir aussi pour contrecarrer certaines actions de l'opposition qui aura pris le pouvoir. Donc, essayons d'être quand même sensés pour que la politique soit équilibrée dans notre pays. Bon, disons que ce que Monseigneur Podjo a déclaré à propos de l'ANC, à savoir que c'est le parti qui a trahi, bon, c'était un peu exagéré. C'était un peu exagéré parce qu'en politique, il y a quand même les susceptibilités. Hein. La politique, c'est quelque chose, ce n'est pas de la mathématique. C'est de la même façon que quand un homme et une femme se querellent et on vous amène l'affaire à trancher, vous n'allez pas dire, ouais, vous l'homme vous avez raison, vous la femme vous avez tort, ou bien vice versa. Non. Dans les relations humaines, les choses sont toujours un peu compliquées. Là, il a fauté en disant que l'ANC serait le traître et tout ça. Non, c'était une erreur et c'est normal que la conférence épiscopale se désolidarise et dire que ce pasteur, cet évêque a fait cette déclaration dans son propre nom. Moi-même, personnellement, je n'ai pas été d'accord avec cette déclaration, quand bien même, après la dislocation de la C14, moi j'ai pris soin d'approcher beaucoup de partis politiques, les chefs de parti, et en général, ils m'ont dit qu'ils ont quitté à cause d'une certaine arrogance de l'ANC. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Et la partie à l'ANC de corriger le tir. Mais on ne peut pas dire que l'ANC est la plaie, est ce qui est mauvais dans l'opposition. Étant donné que c'est le parti qui arrive à faire le plus peur au pouvoir, dans tous les cas. Même les élections locales qui ont été bâclées, quand même, montrent que l'ANC demeure la principale force politique de l'opposition. Donc alors, pourquoi condamner sans appel ce parti-là? Alors, je pense qu'on a besoin de tout le monde, de toutes les forces pour construire la démocratie et le développement. Le mal dans la politique togolaise actuellement, c'est qu'il y a des concepts, beaucoup de concepts. Unicité d'action, union de l'opposition, ne pas aller en rang dispersé, tout ça là. Qui arrive à définir ces choses-là? Quand on dit unicité d'action, vous demandez à celui qui prononce l'expression, qu'est-ce que vous entendez par unicité d'action? On n'arrive pas à vous définir cela. Vous savez, en politique, rien n'est fortuit, rien ne fait au hasard. Il faut toujours dire ce que contient un concept. Quand vous allez, par exemple, au niveau de l'ONU, et vous parlez de génocide, vous savez que tout cela a une définition. Quand on parle de génocide, il ne s'agit pas de tuer plusieurs personnes. Certains pensent que commettre un génocide, c'est tuer plusieurs personnes. C'est faux. Commettre un génocide, c'est tuer des gens compte tenu de leur appartenance, soit religieuse, ou bien ethnique, ou bien raciale. Mais vous pouvez tuer 10 000, 100 000 personnes, sans qu'on appelle cela génocide. Quand on vous parle de terrorisme, il faut pouvoir définir le terrorisme. Et l'ONU l'a fait aussi. Et ça a été l'objet de plusieurs débats. Alors ceux qui parlent d'unicité d'action, il faut qu'ils nous définissent ça. Est-ce que ça veut dire que toute l'opposition doit se rassembler au sein d'une organisation et combattre, unir ensemble? Ou bien est-ce qu'il faut que, cela veut dire qu'il
Il faut que l'opposition arrête ses querelles pour agir dans le même sens, ou bien. Donc, quand on définit d'abord l'unicité d'action, moi je vous dirai si c'est bien ou ce n'est pas bien. Vous avez déjà vu les lions s'attaquer à une proie plus grosse qu'eux. Par exemple, quand des lions veulent abattre un gros buffle, vous voyez comment ils attaquent. Ils ne se mettent pas ensemble pour faire front au buffle, mais ils l'encerclent souvent. Celui-ci le mord le mollet, l'autre veut l'attraper à la gorge, l'autre le attire son attention vers un autre endroit pour que son ami attaque par derrière et tout ça. Est-ce que ça, là, ce n'est pas une unicité d'action parmi les lions? Je crois que c'est une unicité d'action aussi. C'est une stratégie. Et cette stratégie s'appelle le harcèlement. On harcèle, on peut harceler l'ennemi, tout en ne pas se rassembler dans une même organisation. Ils vont harceler l'ennemi. C'est une unicité d'action aussi. Mais créer par exemple une C14 et trouver un candidat unique aussi, c'est une unicité d'action. Donc, quand on définit exactement ce qu'on n'appelle pas unité, on n'entend pas cette unicité d'action-là et on jugera si c'est bien ou non. Tout dépend de la stratégie qu'on a. Mais une chose est sûre, c'est que on ne doit pas aller en rang dispersé à ces élections-là. Et quand je dis ne pas aller en rang dispersé, ça ne veut pas dire forcément avoir un candidat unique. Ça veut dire aller à ces élections-là en faisant taire les querelles entre l'opposition. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne veut pas dire trouver un candidat unique, mais ça veut dire aller ensemble en faisant taire d'abord les querelles. C'est comme une équipe de football. Vous êtes 11 et vous allez comme équipe pour gagner. Ça ne veut pas dire que vous tous vous allez vous rassembler à la défense. Tous les 11 joueurs seront à la défense, ou bien tous les 11 joueurs seront des attaquants, ou bien tous les 11 joueurs seront des ailiers. Quelqu'un peut jouer l'ailier droit, l'autre l'ailier gauche, un attaquant, d'autres à la défense, le gardien, tout. Mais quand même, vous ouvrez tous de concert. C'est ça l'unicité d'action. Vous êtes une équipe. Je sais que quand je prends la balle ici, j'envoie sur le côté gauche, il y a mon coéquipier qui attend là-bas, qui va me renvoyer ça après à l'attaque et je vais marquer le but. C'est ça l'unicité d'action et non dire former la C14, trouver un candidat unique forcément et non, pas forcément. Donc moi je pense que le terme reste encore à définir et à éclaircir. Est-ce que vous me voyez avec une boule de cristal dans la main? Je ne suis pas magicien, je ne peux pas savoir. Moi je crois fermement que les hommes ont le pouvoir de décider de leur avenir. Du moins, si les sociétés humaines ont le pouvoir de décider de leur avenir. Si nous décidons que demain sera bon, demain sera bon. Si nous décidons que demain ne sera pas bon, si on décide d'envoyer le Togo dans la guerre, par exemple, guerre civile, on le fera. Si on veut que le Togo se développe, on le fera aussi. Bon, ça c'est pas très évident, hein, c'est vrai, mais nous ferons de l'avenir ce que nous voudrons qu'il soit. Et donc, à l'alternance, de toutes les façons, moi, je pense qu'il est souhaitable pour un pays et d'avoir l'alternance, de changer de temps en temps de classe dirigeante dans la politique pour qu'il y ait une certaine compétition. Je suis venu, j'ai fait ma part, tu aussi viens nous montrer ce que tu sais faire. Et quitte à moi de revenir après aussi. Et voilà, c'est toujours salutaire que de garder la même personne qui ne peut se juger que par rapport à ses propres performances. Vous voyez? Je m'appelle Gérard, je m'appelle Fornia Singbe. Aujourd'hui, lundi, je suis mieux que hier dimanche. Donc je ne me compare qu'à moi-même. Mais le jour où je trouverai quelqu'un à qui je peux me comparer, là je saurai si réellement je suis bon ou mauvais. Et ça, c'est souhaitable.